Bienvenue. Ma belle et première invitée est Nancy Vachon, qui fait des recherches. Elle est analyste en ADN. Bonjour, Nancy. Bonjour, Joanne. Si vous avez des questions, qui est votre enfant? Je suis l'enfant de qui? J'ai été adoptée. Je cherche mon père, ma mère. Là, on a une possibilité de réponse avec toi, Nancy. Oui, absolument. Grâce à l'ADN, c'est possible maintenant. C'est quoi l'ADN? L'ADN, en fait, c'est notre composante. C'est la participation d'un paternel et d'un maternel. Alors, c'est 46 morceaux qui ont été assemblés. Le père apporte 23 morceaux, la mère apporte 23 morceaux. Et ça, c'est par paire. On les place par paire, ce qui va nous donner des paires de chromosomes. On est constitué de 23 paires de chromosomes. Puis, si on veut imager ce que ça fait, en fait, c'est que si on veut regarder la couleur des cheveux d'une personne, alors le père, s'il a les cheveux noirs, apporte son chromosome dans le petit pot de cheveux noirs. La mère qui est blonde apporte son chromosome blond. On penserait que ça va donner des cheveux bruns, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, parce qu'il y a aussi le bagage génétique en arrière dans chaque chromosome. C'est-à-dire que le père, même s'il avait les cheveux noirs, avait peut-être 2 parents aux cheveux blonds. Puis ces cheveux noirs viennent peut-être de son grand-père. Alors, la dame qui a apporté aussi ses cheveux blonds et que ses parents avaient des cheveux blonds dans plusieurs générations, il y a un bébé blond qui peut arriver même si le père a les cheveux noirs. C'est la même chose pour les yeux. Hein? Des fois, on a un bébé qui n'a pas la même couleur de yeux ni du père ni de la mère, comme des yeux verts qui sont un dégradé du brun. Mais encore là, la couleur des yeux va beaucoup aller chercher le bagage génétique dans chacun des chromosomes, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Alors, si on descend d'une lignée qui a beaucoup d'yeux bleus, même si on a un partenaire aux yeux bruns puis qu'habituellement le brun prédomine sur le bleu, ben on peut avoir un bébé avec des yeux bleus. C'est magnifique, cette chose-là. Puis il y a les gènes aussi à l'intérieur. Tu avais une fascination aussi. Ben là, on va plutôt parler, oui, des adoptions et de ces grandes découvertes que tu peux faire depuis 15 ans. Sauf que tu avais une fascination pour les cheveux roux. Parle-en donc un petit peu. Les cheveux roux, pour moi, c'est magnifique. Parce que il faut que le père et la mère aient le gène des cheveux roux pour obtenir ça. Quelle merveille! Alors, c'est pas donné à tout le monde, même si les 2 parents, habituellement, ne sont pas roux, ils peuvent être bruns, ils peuvent être châtains, mais tout à coup arrive un bébé roux, on se demande d'où ça arrive. Bien, la merveille des choses, c'est qu'il y avait un petit gène, parce qu'un gène, c'est un pourcentage d'un chromosome. Le gène roux qui s'est glissé au fil des années. Et puis, tout à coup, on arrive avec un petit bébé avec les cheveux roux. Faut pas s'inquiéter, c'est bien, bel et bien l'enfant du couple. Absolument, absolument. C'est pas un bébé emprunté, pas du tout. Et Nancy, mon Dieu, ça fait 15 ans que tu fais ces recherches-là, retrouver des parents, retrouver des enfants. Comment ça t'est venu, cette passion? La passion remonte à très jeune, quand j'étais au primaire avec un de mes amis qui avait été adopté. Puis tout petite, déjà, je disais, quand je serai grande, puis surtout quand j'aurai un auto, on va aller trouver tes parents. Et puis, la passion a continué, puis la vie m'a amené vers des gens adoptés. Puis, je suis tombée là-dedans, là, comme pour vouloir redresser ce qui devait être redressé. Alors, je me suis mis au début à la quête des enfants, plutôt que des parents me demandaient de retracer leur enfant. C'est comme ça que j'ai commencé, avec des parents qui recherchaient les enfants. Et puis ensuite, de fil en aiguille, ben j'ai été connue, et puis c'est les enfants
qui venaient vers moi pour retrouver leurs parents. Puis c'est une passion, une folie. Et je pense que ce matin, à chaque jour, tu vérifies combien il y a eu de recherches dans le monde, de fêtes pour retrouver soit un parent, soit un enfant. Tu nous disais hier des statistiques qui étaient assez extraordinaires. En as-tu ce matin à nous dévoiler? Oui, ben hier, tu vois, je voyais qu'il y avait plus de 26 millions de personnes qui avaient passé les tests d'ADN. Puis je me surprends tout le temps parce que lorsqu'on passe un test d'ADN et qu'on reçoit nos résultats, à toutes les semaines, on en reçoit des nouveaux. C'est fascinant parce que les banques de données grossissent. De plus en plus de gens passent les tests d'ADN. Puis c'est une merveille. Pour nous, on retrace des cousins inconnus, des petits cousins. On vient de des régions qu'on n'aurait jamais pensé. C'est merveilleux. On a une chance inouïe. La question demeure, Nancy, quelle sorte de test tu fais? Combien ça prend de temps? Comment on procède? Là, tout le monde qui nous écoute, je suis certaine qu'ils ont hâte qu'on arrive à cette étape. Comment on procède d'abord? Si quelqu'un est adopté puis recherche ses parents, bien, la première chose à faire, c'est de demander ses antécédents au centre des services sociaux de sa région, de l'endroit où est-ce qu'il a été adopté. Ceci dit, c'est très long de recevoir ça, mais pour certains, ça les réconforte. La plupart des gens ne croient plus ou moins à l'ADN, vont comprendre que l'ADN va trouver avant de recevoir les papiers, puis ils vont pouvoir comparer s'ils reçoivent des noms qui étaient dans leur dossier de mère ou de père. Comment on procède pour l'ADN? En fait, c'est qu'on doit acheter un test d'ADN. Au coût de, tu me demandais les coûts, donc ça peut partir de 49 $ à 130 $, qu'on passe normalement des tests récréatifs. Alors, ces tests-là, ils sont achetés directement des compagnies là, qui analysent l'ADN. Et puis, on reçoit une petite boîte par la poste dans lequel, lorsqu'on ouvre, on voit qu'il y a une petite fiole où est-ce qu'on dépose notre salive jusqu'à une ligne suggérée. Puis ensuite, on a un liquide bleu à ajouter dedans. On rajoute ça, c'est un stabilisateur. On met le bouchon, on agite un peu et on replace ça dans une boîte préaffranchie à l'intérieur de la grande boîte et on retourne ça à la poste tout simplement. On n'a pas besoin d'entrer au bureau de poste, on n'a pas besoin d'en parler à personne. Oui. C'est complètement anonyme, ça. Oui. C'est un numéro qui est sur la boîte et puis personne ne sait que ça vient de nous et personne ne sait où ça va parce que c'est un code barre sur le dessus. Qui analyse ça? Est-ce que c'est fiable? Où est-ce que ça va s'en aller? Tout ça. Bon. En fait, les tests arrivent la plupart du temps, les tests avec lesquels moi je travaille arrivent de l'Utah, des États-Unis. Et puis, ensuite de ça, l'analyse se fait dans des laboratoires en Irlande. Oui. Et les résultats reviennent en Utah parce qu'on s'est inscrit là. Et ensuite, ils sont retournés par ordinateur, par Internet, dans notre courriel. On reçoit nos résultats avec un lien qui nous amène sur le site en question. Et là, il y a des milliers de possibilités, tu me disais. Oui. Bon, comment tu procèdes pour démêler? Si tu as 10 000 réponses qui concordent selon les centimorganes, entre parenthèses, on va dire c'est quoi les centimorganes, s'il vous plaît, pour ceux que ça intéresse? Oui. En fait, quand on reçoit notre test d'ADN et qu'on ouvre le site, on a une liste qui peut aller de... Moi, ce matin, j'ai vérifié, j'avais 93 000 personnes qui correspondaient avec moi d'ADN. Alors, c'est certain que quelqu'un tombe là-dessus, il ne sait pas trop quoi faire. Alors, la première chose à faire, c'est que ce qu'il y a de beau dans ça, c'est qu'ils mettent la personne qui a le plus de centimorganes
est placé en haut de la liste. Qui correspond avec la personne qui a fait la demande? Oui. Celle qui a le plus de centimorganes est dans le haut, donc qui est le plus possible d'être le parent ou l'enfant qu'on recherche. Absolument. Plus le centimorgane est haut, plus les personnes sont proches de nous. Il faut dire que les résultats, les personnes qu'on voit inscrites, les 93 000, ce sont seulement des correspondants avec nous et non avec personne d'autre. C'est seulement en comparaison avec notre ADN. Donc, c'est fait mécaniquement, eux, c'est fait par machine. Puis, quand on s'inscrit, on n'est pas obligé. Des fois, on va voir des noms qui s'appellent tomates piquantes. Bon, on n'est pas obligé de mettre notre nom, mais on peut voir par le centimorgane que c'est une personne, des fois, très proche de nous. Donc, pour donner un exemple, un cousin peut être à 800 centimorganes. Mais il y a quand même un barème, là, ça peut être entre temps et temps, mais la moyenne peut être environ 800, 900. Mais là, tu viens de tomber, là, Nancy, dans la parenté, exemple, le père, la mère, qui l'enfant, le cousin. Là, le père, la mère, c'est évident que les centimorganes sont différents puisque ce sont les parents, sauf que lorsqu'ils donnent l'enfant, comment ça procède dans le pourcentage de centimorganes de parenté? Parce qu'en fait, les gens pensent que quand on va passer le test d'ADN, on va ouvrir ça, puis on va voir le nom de leurs parents. Ou leurs parents vont être là. Mais c'est pas tous les parents qui ont passé le test d'ADN. Puis il faut dire une chose aussi, Joanne, c'est que les gens attendent trop longtemps avant de rechercher. Souvent, ils vont attendre que leurs parents adoptifs soient décédés pour faire les recherches. Donc, ce qui se passe, c'est que les parents biologiques ont sensiblement souvent le même âge et ils sont décédés, donc c'est pas eux autres qui vont avoir passé les tests d'ADN. Comment tu procèdes à ce moment-là, Nancy, pour retrouver les parents qui sont décédés depuis longtemps? À ce moment-là, on n'a pas besoin, les gens pensent des fois qu'on a besoin d'avoir quelqu'un, notre père ou notre mère doit passer le test d'ADN pour qu'on voit qui ils sont. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. En fait, moi, mon rôle, c'est de prendre chacun des correspondants, même s'il est à 70 centimorganes, c'est de monter les arbres généalogiques de chacun des correspondants. Je vous rassure, je fais pas les 93 000, là. J'en fais environ une centaine pour des cas difficiles. Je monte les arbres généalogiques de chacun des correspondants et je trouve les personnes qui correspondent, qui sont en lien, c'est-à-dire le couple en commun en haut. Alors, si quand, admettons, j'ai fait 100 arbres généalogiques et j'en ai 40 que les ancêtres en commun, c'est Marie Tremblay et Michel Potvin, alors je sais que la personne qui m'a demandé d'analyser son ADN descend de ce couple-là. Mais pour les retracer, il faut que je parte de cette génération-là et redescendre jusqu'à l'époque de ses parents. Et là, l'analyse commence, c'est surtout la logique qui embarque plus que l'ADN dans la plupart du temps. Ben, Nancy, on veut encourager les gens à le faire tôt, avant d'attendre des supposés décès, sauf que ça peut prendre rapidement, la réponse peut arriver rapidement, sauf qu'elle peut attendre 2 ans. Comment on peut faire pour les encourager à faire le test quand même? Oui, parce que quand on fait un test, déjà, ça prend 4 à 6 semaines avant de recevoir les résultats. Et par la suite, la recherche, ben si on tombe sur des correspondants hauts en centimorganes, ben c'est pas trop un problème. Si on tombe sur un cousin, on peut leur écrire et c'est facile de faire le lien. Mais si personne répond, alors là, c'est de l'acharnement. Il faut vraiment s'entêter à trouver d'autres moyens de retrouver cette famille-là. Alors, quand on est certain de la famille, ben, on y va par
Facebook, par numéro de téléphone, par adresse, par endroit. Alors, c'est comme ça un peu qu'on procède là, pour retrouver les personnes. Mais oui, il ne faut pas attendre parce que plus tôt on le fait, l'analyse, moi, peut prendre 2 jours si les correspondances sont hauts, mais ça peut prendre 2 ans si j'ai jamais de réponse nulle part non plus, là. Mais Nancy, il y en a sûrement qui se demandent, évidemment, combien ça peut coûter. Comme tu disais tantôt, il y a différents prix, sauf que je pense que tu peux privilégier une certaine compagnie avec laquelle tu travailles parce que on veut que ce soit fiable, les résultats. Là. On cherche notre enfant, notre parent, notre tante depuis 10 ans qu'on a déjà commencé des recherches soi-même et que là, ben, on se dit oui, OK, on paye, mais il faut que ce soit... Puis en plus, il faut que ce soit fiable. Comment on peut évaluer la fiabilité de ces tests-là? Moi, je peux vous dire que la fiabilité, c'est 100% quand on recherche l'ADN. Il faut choisir une entreprise ou une compagnie qui a la plus grande banque de données. Parce que plus on a de comparatifs et plus on a de chances de trouver. Parce que si on tombe avec une compagnie qui a très peu de personnes inscrites par l'ADN, faites attention, la différence entre les sites généalogiques qui proposent et qui disent qu'ils ont des millions d'abonnés, c'est pas nécessairement des millions de tests d'ADN. Alors, c'est ça qu'il faut vérifier parce qu'il faut que la banque de données ADN soit grande. Alors, plus elle est grande, plus on a un champ élaboré, plus on a de comparatifs et plus on a de chances de trouver. Est-ce que on peut informer les gens, Nancy, évidemment les frais pour la boîte et tout, sauf que pour ta participation à toi, c'est tout à fait gratuit et bénévole. Oui, je le fais. Moi, je fais des recherches pour l'adoption depuis près de 40 ans, bénévole. Ça, c'était mon loisir avant l'ADN. Ça n'arrêtera jamais, je pense, c'est pour toujours. L'ADN est entré dans ma vie, c'est un outil de facilité pour moi. J'ai dû apprendre c'était quoi, j'étais fascinée parce que je savais que ça allait m'aider. Alors, je me suis mis à étudier tout ce qui passait concernant l'ADN et c'est avec ça. Puis non, je ne charge rien parce que pour moi, comme je disais, c'est un passe-temps. Puis c'est ma contribution dans la vie de donner. C'est comme ça. J'accepte pas les dons non plus. C'est complètement bénévole, ma participation à moi. C'est incroyable, Nancy, c'est honorable. Et c'est ça que je trouvais aussi fantastique. Tu me disais que tu pouvais monter jusqu'au 17e siècle, en 1600. Quand je fais les arbres généalogiques des gens, des correspondants, je dois monter bien souvent jusqu'en 1650 et des fois même plus pour trouver l'ancêtre en commun. Alors, plus les centimorganes sont petits, plus on doit monter haut pour retracer l'ancêtre en commun. Parce que plus ils sont éloignés de nous. Évidemment que des cousins rendus aux grands-parents, on se rejoint. Quand c'est des petits cousins, c'est les arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Donc, plus la lignée est loin, et plus on doit monter haut dans les chiffres, ouais. C'est un travail extraordinaire. Mais il y a des sites de généalogie qui peuvent nous aider à chercher ces documentations-là. Quoi, il y a des personnes qui préfèrent ne pas faire de tests? Je dois dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont craintifs pour différentes raisons personnelles. Je m'explique. Les gens pensent qu'on voit dans les tests d'ADN comme on voit dans une boule de cristal, qu'on voit tout d'eux, qu'on va découvrir des choses qu'ils veulent pas dire ou qu'on va prendre leur identité, qu'on va changer leur ADN, qu'on va manipuler leur ADN, ce qui est complètement faux. Tout ce qu'on reçoit, nous, c'est une liste de sigles, je dirais. Alors, c'est des A, des C, des virgules, c'est incompréhensible ce qu'on reçoit pour ADN. Mais c'est quand on met ça dans un moteur de recherche que eux
peuvent analyser c'est quoi. Nous, ça nous dit absolument rien. Et puis non, ces entreprises-là ne commencent pas à fouiller dans ce que vous voulez pas parce qu'ils n'ont rien de vous si vous donnez rien. Si vous ne dites pas votre nom, vous ne dites pas votre adresse, vous ne dites pas, bon, ils savent pas qui vous êtes parce que n'importe qui peut acheter 1000 tests puis les distribuer à 1000 personnes. Donc, l'adresse où les tests sont arrivés, c'est pas nécessairement la personne qui a passé le test. Donc, c'est des fausses croyances, c'est la peur, hein? Je pense qu'on a peur de ce qu'on connaît pas. On est craintif de ce qu'on connaît pas. Oui, mais avec des personnes de confiance comme toi, Nancy, c'est rassurant. Et surtout, ton expérience. Sauf qu'il y avait un petit volet aussi un petit peu plus... en tout cas, tu parlais d'héritage. Il y en a qui aiment autant ne pas trouver trop de personnes non plus, là. Oui, ben il y a des gens qui croient sincèrement que s'ils trouvent un autre frère, une autre sœur, il est là pour venir chercher l'héritage parce que les parents étaient décédés. Ben non, je vous annonce que non, c'est pas possible. Parce que lorsqu'il y a adoption, il y a coupure avec la famille biologique, mais coupure de droit aussi. C'est-à-dire que le bébé qui est donné en adoption, moi je préfère dire le mot confié en adoption, parce que je pense qu'on ne donne jamais notre enfant, on le confie. Et puis, il y a une coupure. Il y a une coupure autant par la loi que par les yeux. On ne voit plus l'enfant, mais on n'a plus de lien non plus, légaux. Donc, à ce moment-là, même si la personne adoptée retrouve ses parents, ben, il n'y aura pas plus d'héritage, à moins que le parent décide de le coucher sur son testament. Mais ça, c'est libre à lui. Et si le père est décédé, la mère est décédée, on peut trouver 40 frères et sœurs, puis on ne partage pas notre héritage. C'est une fausse croyance. Mais les personnes, Nancy, depuis ton expérience immense, quelles sont les personnes qui te consultent le plus souvent, en général, dans ton expérience de 40 ans? C'est les personnes qui recherchent leurs parents. C'est surtout la mère en premier, puis ce qu'ils veulent, c'est une photo. Les gens veulent voir à qui ils ressemblent, parce qu'il n'y a personne dans leur entourage qui leur ressemble. C'est la première chose qu'on me demande. Est-ce que tu as une photo? Oh. Puis, les gens, quand il y a un refus, ben ils vont dire, est-ce qu'ils peuvent au moins m'envoyer une photo de ma mère? Donc, l'image pour l'humain, c'est extrêmement important de savoir à qui on ressemble, à qui on va ressembler, qui on est physiquement, même si on dit dans la vie que le physique n'est pas important. Ça, c'est un baume sur l'âme d'avoir une photo. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui veulent refuser, donner au moins une photo. C'est le moins qu'on puisse faire. C'est vraiment émouvant, Nancy. Tu te retrouves souvent dans des situations très, très émouvantes pour annoncer soit un refus, soit autant une émotion de joie que de négativité. Comment tu procèdes pour annoncer à quelqu'un que oui, j'ai trouvé, sauf que la personne ne veut pas de lien? Bien, la première des choses que je dis à tout le monde en partant, et je le redis souvent, l'histoire en partant n'est pas belle. On peut partir sur ces bases-là. Il ne faut pas s'attendre à trouver quelqu'un avec les bras ouverts. Ça arrive, mais ce n'est pas la majorité du temps. Parce que les gens ne nous attendent pas. Nous, on les recherche depuis des années, des fois. Oui. Donc, nous, on est prêts à les recevoir, on est prêts à les voir. Mais la personne qui reçoit un coup de fil ou un message est choquée. C'est le choc. Oui. Puis, ça prend du temps à digérer. Donc, la personne, des fois, n'est pas prête à accepter tout de suite comme ça. Elle a besoin de se recentrer sur elle, de revivre l'émotion de l'accouchement, d'avoir donné son enfant. C'est quelque chose, là. Puis, parce que la mère, quand elle décide de signer ces papiers-là,
ben elle fait une coupure dans sa tête. Hein? Elle s'attend à perdre son enfant pour toujours. Puis quand il revient, c'est un choc pour la mère. Et c'est un choc aussi pour la personne qui reçoit un non. Mais moi, je dis toujours, un non n'est jamais définitif. Donc, on retourne, on laisse le temps à la personne, on lui laisse un numéro de téléphone, on lui dit, c'est correct, mais prenez mon numéro en note. Si un jour vous changez d'avis, c'est ici que vous devez appeler ou contacter le service social. As-tu souvent des personnes qui sont révoltées, qui cherchent depuis tellement d'années, qui cherchent tellement, qui, comme tu dis, qui veulent avoir des références dans leur vie, savoir leurs racines, même si les personnes ne sont pas nécessairement amies par la suite, là, sauf qu'il doit y avoir des personnes qui réagissent violemment, là, et qui doivent te demander, bon, as-tu l'adresse, as-tu le téléphone, je veux lui parler. Comment ça fonctionne, ça? En fait, je trouve que les personnes adoptées, c'est pas des personnes violentes, ils ont peur de déranger. Le fait qu'ils ont eu un abandon, puis qu'ils ont été repoussés dans la vie, ils ont peur de revenir vers les parents. Donc, j'ai pas encore eu peut-être une fois une personne un peu plus persistante, là, pourquoi qu'elle veut pas me voir, pourquoi. Mais c'est pas la majorité des gens adoptés n'insistent pas. C'est vraiment, je trouve que c'est le contraire. Moi, je suis plus insistante qu'eux parce que je vois que ces personnes-là, ils ont peur. Ils ont peur du rejet. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver, Nancy, de surprenant d'un test ADN? Qu'est-ce qui peut nous révéler de surprenant? Là, ça me fait rire parce qu'on trouve beaucoup de choses. Rien de personnel et en même temps très étonnant. Alors, ce qu'on retrouve, on peut retrouver de l'infidélité dans notre lignée. On peut trouver que notre grand-mère avait été magasinée ailleurs pendant que le grand-père était en train de travailler au bois. On peut trouver aussi que notre mère a eu plusieurs enfants qui n'ont pas nécessairement passé par la maison. Hein? J'ai retrouvé des fois des familles de 7-8 enfants confiés à l'adoption, puis que les enfants qui étaient à la maison n'ont jamais eu vent de ça, n'ont jamais su que leur mère avait accouché d'autres enfants. Et aussi, ce qu'on peut découvrir qui est assez étonnant, c'est qu'on est adopté puis on ne l'a jamais su. Alors là, c'est un petit peu plus surprenant parce que des fois, il y a des gens qui font des tests d'ADN parce qu'on leur demande pour clarifier ou pour être certain qu'on est dans la bonne famille. Et tout à coup, eux mêmes s'aperçoivent qu'ils ne sont pas de cette famille-là non plus. Alors, c'est des surprises qu'on rencontre. Mais il y a des belles surprises aussi, parce que des fois, on passe le test d'ADN innocemment comme ça, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis, on peut retrouver, justement, j'ai un cas de 3 sœurs qui avaient fait la promesse à leur mère de retrouver leur frère, même après le départ de la mère. Et puis, c'est moi qui leur ai apporté leur frère. Wow. Donc, ils étaient accueillis à bras ouverts. Et puis, c'est ça. Il y a des belles surprises. Il y a des surprises étonnantes, mais ça ne change pas qui on est, Joanne. C'est ce que je me dis dans la vie. Peu importe ce qu'on trouve, ça ne change pas qui on était avant de faire le test. Puis, ça ne change rien. Ça apporte des choses. Ça apporte de la famille, ça apporte du plus, mais ça ne change pas qui on est. Qu'est-ce qui se passe avec les races humaines, c'est-à-dire les blancs qu'on appelle les caucasiens, les rouges qu'on appelle indiens, les jaunes, ce sont les mongols et les noirs. Est-ce que l'ADN change? Non, l'ADN, c'est l'ADN. Nous sommes tous des homo sapiens. Les différences de peau, les différences de yeux bridés ou peu importe, en fait, c'est seulement des caractéristiques d'ADN.
mais on a tous le même nombre d'ADN. Nous sommes tous pareils. C'est comme la couleur des cheveux, c'est comme la couleur des yeux. Cette différence-là n'existe pas dans l'ADN. Oui, mais Nancy, est-ce que c'est possible dans mes centimorganes un jour que je retrouve, exemple, un Mongol? Ben oui, même c'est arrivé, il y a eu quelque chose de documenté, qu'il y a eu 2 personnes noires qui ont eu un bébé blanc, et l'inverse est arrivé aussi, c'est que dans, comme je disais, le bagage génétique, plus haut, on ne le sait pas quelle couleur avaient nos ancêtres. Et ça peut ressortir, on peut passer beaucoup de générations, admettons, sans yeux bridés, et tout à coup, oups, le petit bébé nouveau arrive avec des yeux bridés. Un peu plus tirés que les parents. On se demande d'où ça vient, puis quand on voit des photos d'ancêtres, ben, on se dit, tiens donc, c'est ça. Ça doit être assez surprenant quand même. Ça doit être assez surprenant, là, mais c'est ça, c'est un heureux événement. Mais Nancy, est-ce que c'est possible qu'il n'y ait jamais de concordance, que tu retrouves jamais rien? Non, c'est pas possible parce que, comme on disait, sur les 92 000 ou 100 000 correspondants qu'on a, on va toujours retrouver de la parenté. C'est possible qu'on réussisse pas à retrouver le père ou la mère dans certaines circonstances, puis je vais m'expliquer. Admettons qu'il y a beaucoup d'endogamie. S'il y a beaucoup d'endogamie dans la région, alors là, ça va être plus difficile à analyser. Des fois, ça devient extrêmement complexe. On va expliquer le mot endogamie, s'il te plaît. Oui, l'endogamie, en fait, c'est des mariages entre parentés. Oui. Comme exemple, le lac Saint-Jean, l'île aux Coudes, oui. Certaines régions du Nouveau-Brunswick, de la Beauce, l'île d'Anticosti. C'était des coins fermés où est-ce que les gens, ben, ils se mariaient entre eux et sur plusieurs générations. Ce qui fait que quand on reçoit l'ADN, ben, tout le monde concorde entre eux autres. Donc, là, ça prend une analyse beaucoup plus poussée pour réussir. Il faut en trouver un qui n'a pas le lien avec les autres, mais s'il n'a pas passé le test d'ADN, c'est difficile. Mais on réussit à trouver quand même la famille. Et quand on arrive dans la famille, ben, il y a d'autres choses aussi qui se passent. C'est que s'il y a 3 frères, à peu près de la même année, ben c'est lequel dans les 3, s'ils n'ont pas eu d'enfant, on ne peut pas faire passer de test ADN à leur enfant pour prouver que c'est bien les pères. Alors, c'est ça là, la complexité de la chose. Des fois, c'est la famille, mais des fois aussi, c'est la région. Puis, il y a d'autres choses aussi. Il y a les jumeaux identiques dont on n'a pas parlé. Donc, lequel des jumeaux est le père? C'est un peu compliqué de le dire. Puis, s'il décide de mentir, ben, faut vivre avec ça. Parce que les jumeaux identiques sont à 99,9% d'ADN identique, tandis que les jumeaux qui ne sont pas identiques, eux, c'est comme des frères et sœurs, sont à 50%. Donc, c'est incroyable. Il n'y a pas de réponse dans ce temps-là avec les jumeaux identiques. C'est difficile de trouver. Oui, c'est difficile. Mais on sait d'où on vient. Ça apporte quand même la réponse qu'on sait qui sont nos grands-parents, on sait qui sont nos oncles, nos tantes. Et pour le père, ben c'est un ou l'autre. Ah, mais c'est incroyable. On n'avait jamais imaginé une situation aussi extraordinaire, j'en viens. C'est pas incroyable. Tu as tellement vu de choses, Nancy. Oui. Est-ce que ça se peut des conjoints qui sont sur le même arbre généalogique sans le savoir? C'est absolument vrai que c'est possible qu'on rencontre des liens avec nos conjoints en montant les arbres généalogiques. Donc, ça peut aller à la 5e, 6e, 7e, 8e génération.
Mais quand même, il y a un lien d'ADN qui descend dans la branche. Ce que ça fait, rendu en bas, c'est que nos CM, nos centimorganes, sont grossis. Alors, ça donne des fois l'illusion que c'est peut-être un cousin, mais en fait, c'est un petit cousin parce que le lien d'ADN ne se dilue pas, il s'additionne. Donc, c'est ça, rendu en bas, il faut faire attention. C'est de là l'importance de monter des arbres généalogiques de nos correspondants pour voir à quel endroit nos ancêtres en commun se touchent. Et une question qui m'interpelle tellement, après tellement plusieurs générations, est-ce que l'ADN se perd? Non, l'ADN ne se perd pas. L'ADN reste la même. C'est juste que les différences de centimorganes avec les parents, plus c'est éloigné, plus ils sont petits. Mais les gènes restent les gènes. Et l'ADN, c'est notre ADN depuis l'Homo sapiens. Je voulais savoir, Nancy, avec ta compétence, ton expérience, est-ce que tu as des recherches marquantes, des retrouvailles qui t'ont tellement marqué? Oui, j'en ai une, entre autres, qui m'a vraiment surpris parce que le père, c'était le curé du village. Donc, celle-là nous a bien fait rigoler. Et puis, personne s'en est caché. Bon, c'était comme ça, c'était ainsi. Puis, ça a bien fait rigoler toute la parenté même. Alors, oui, c'est marquant, ça n'arrive pas tous les jours. Puis, il y a des rencontres touchantes, comme dernièrement, un homme qui était en fin de vie, que je retrouve in extremis ses parents. Alors, des choses comme ça. Il y a des choses qui nous touchent, qui nous marquent plus que d'autres, mais c'est toujours extrêmement touchant. Extrêmement touchant. Et puis, le plus beau compliment, je pense, que j'ai eu dans ma vie face à une recherche, c'est quelqu'un qui m'avait dit « Merci de m'avoir mis au monde une seconde fois. » Oh, quelle belle phrase extraordinaire! Ouais, je viens de renaître adulte. Oh, c'est extraordinaire. Mais comment tu reçois ça, Nancy? C'est tellement beau. Comment tu reçois ça? Ben, c'est un grand merci, c'est de l'amour, puis c'est quelque chose que j'ai besoin, puis même si les gens ne parlent pas, juste la satisfaction d'avoir trouvé, la satisfaction d'avoir donné à quelqu'un ses parents, ben pour moi, ça me comble de bonheur. C'est ce qui me nourrit. Comment tu fais face à des refus catégoriques? Ça arrive, ça arrive. Il faut leur expliquer, il faut savoir aussi, je pense que ce qui est très important, si les personnes sont contactées pour un test d'ADN pour vérifier, c'est pas toujours que les personnes veulent entrer en contact avec, parce que les gens adoptés ont déjà une famille. Il faut comprendre ça. Ils ne cherchent pas une famille, ils recherchent qui ils sont. Puis l'autre chose très importante, c'est les antécédents médicaux qu'on a besoin. Oui. Lorsqu'on va chez le médecin, puis il nous demande est-ce qu'il y a du diabète dans votre famille, est-ce qu'il y a des maladies cardiaques, est-ce que des gens ont fait des ACV, peu importe. C'est important de le savoir. Alors, quand j'ai un refus catégorique, ce que je dis, pouvez-vous au moins me donner les antécédents médicaux de vos parents? De savoir le décès est survenu de quelle façon, ou c'est très important de le savoir. Donc, les refus catégoriques, comme je disais, des fois sont amoindris avec une photo. Oui. Alors là, souvent, les gens disent « au moins je l'ai vu ». Au moins, une consolation. Oui. Et Nancy, ton grand cœur d'amour, tu invites les personnes évidemment à te contacter.
Et à quel niveau tu peux les aider finalement? Est-ce que les personnes ont un rôle à jouer personnellement lorsqu'ils te contactent? Ben, la seule affaire qu'ils ont à faire, c'est de s'inscrire et d'acheter le kit ADN, comme je disais. Et puis après, de plus en plus, je m'aperçois que c'est mieux quand c'est eux qui contactent la famille retrouvée. Parce qu'à moi, c'est plus facile de dire non, parce que je suis le trait d'union entre les deux. Oui. Tandis que quand c'est la personne qui contacte elle-même, qui dit je suis la personne adoptée et je recherche ma famille, quand on est le frère ou la sœur qui reçoit ou le parent, c'est un petit peu plus gênant de refuser puis de repousser la personne. Donc, de plus en plus, c'est sûr que je les prépare puis je leur explique comment les contacter, mais c'est de plus en plus la façon de fonctionner, c'est que les personnes adoptées vont contacter eux-mêmes. Puis je veux pas faire peur à personne du tout. Si les gens s'en sentent vraiment pas capables, je vais les accompagner. Mais c'est préférable. Il y a moins de chances d'avoir un refus. Il y a des organismes aussi. Il y a des organismes aussi qui peuvent aider ces personnes-là à entrer en contact avec les parents. Et Nancy, avant de se quitter, quelle serait ta conclusion sur toute cette expérience de vie, sur toutes ces recherches, tout ce que tu fais sans jamais te lasser, même à très tard dans la nuit? Quel est le dernier conseil que tu peux nous donner? Ben, n'hésitez pas à grossir la banque de données. Parce que même si vous n'êtes pas adopté, même si vous ne pensez pas que quelqu'un dans la famille a été adopté, c'est que par votre ADN, vous amenez une concordance, un lien qui peut aider d'autres personnes à retrouver ses parents que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, puis que vous ne rencontrerez jamais. C'est des personnes vraiment, ça va loin. Ça peut être comme tantôt tu disais, au 17e siècle. Des fois, il faut passer par le 1600 pour revenir. Donc, c'est vos ancêtres qui vont nous amener la réponse. Donc, allez-y allègrement et passez les tests d'ADN. Allez-y, n'ayez pas peur de ça. Puis, comme j'ai tout le temps dit en vous laissant, j'espère qu'ils vont prendre mon ADN et faire des clones de moi et le monde s'en portera que mieux. Merci beaucoup. Merci Nancy. C'est tellement intéressant de t'entendre. Et je voulais qu'on se quitte en se disant à bientôt parce que on a l'intention, si ça vous intéresse, je pense, si on a des bons commentaires, de vous présenter des tableaux de concordance, des références visuelles. Vous allez voir que c'est tout un monde extraordinaire et très, très compliqué. Puis je pense que la minutie de Nancy Vachon est là pour vous. Merci beaucoup, Nancy. Bonne journée, à bientôt. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.